Bien, bonsoir à tous. Donc, on va parler du travail. Le titre que j'ai proposé, qui est inscrit sur votre menu, c'est donc Sens du travail, bonheur et motivation. Et comme ici, ça ne suffisait pas, j'ai rajouté un sous-titre, Philosophie du management. Philosophie du management, donc philosophie pour les managers, et donc philosophie pour vous. Puisque manager, les uns et les autres, c'est exactement ce que vous êtes. Ça veut dire que vous faites un métier vraiment difficile. Alors j'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles, mais votre métier de manager est particulièrement difficile parce que votre travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils préféreraient pas. Alors j'entends bien, évidemment, que tous préfèrent travailler dans votre entreprise plutôt qu'être chômeurs, bien sûr. Mais tous, ou presque tous sans doute, préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler dans votre entreprise pour gagner leur vie. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs continueraient à travailler dans votre entreprise s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen, comme il y a quelques années un pizzaiolo de Chambéry. Combien continueraient à travailler chez vous? Eh bien, la réponse qui tendanciellement sera très proche de 0%. Ben oui, le pizzaiolo, il a arrêté de travailler, bien sûr. La réponse qui tendanciellement sera très proche de 0% dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité de vos collaborateurs et subordonnés, et pour une grosse majorité d'entre vous, travailler dans votre entreprise, ça n'est pas d'abord un plaisir, ça n'est pas d'abord une vocation, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est exactement la difficulté du management. C'est la difficulté de votre métier. Alors bien sûr, ça a toujours été vrai que c'est un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été un métier difficile que celui de faire travailler les autres, mais d'évidence, c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis plusieurs décennies, a fortiori dans la dernière période, depuis les lois Aubry, les 35 heures, à l'heure de la RTT, comme on dit, et au moment où les jeunes, spécialement, me disent souvent les chefs d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. Et puis patatras, voilà que la pandémie vous tombe dessus en 2020. Ça n'a pas facilité les choses. Moi, j'ai vu, comme tout le monde, j'étais confiné chez moi, donc j'ai regardé un peu plus la télé, j'ai vu je ne sais combien de reportages de micro-trottoirs où les journalistes interrogeaient les gens dans la rue en leur demandant « Qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre vie ?» Réponse très largement majoritaire, les gens disaient « Ben voilà, la pandémie, ça m'a ramené à l'essentiel. » Alors le journaliste demandait « Mais c'est quoi pour vous l'essentiel ?» Alors les uns disaient « C'est mes enfants, mes amis, mon couple, que sais-je ?» J'en ai pas vu un seul qui m'ait dit « Ça m'a ramené à l'essentiel, mon travail. » Eh oui. Je regrette de dire ça aux managers. Le travail n'est pas l'essentiel. C'est très important. C'est pour ça que ça coûte très cher. Mais l'essentiel, ce n'est pas ce qui coûte très cher. L'essentiel, c'est ce qui n'a pas de prix. Donc voilà, votre boulot, c'est de faire travailler les autres. Pas pour les autres travailler, ils ne préféreraient pas, pour une raison très légitime. C'est que ce qu'ils cherchent, eux, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. Manque de peau, là encore. Ce que vous leur proposez, ce n'est pas du bonheur, c'est du boulot. Mais il semble qu'en quelque chose, il y ait mal-donne dès le départ. Et c'est cette mal-donne-là qu'un management bien conduit doit se donner pour but de lever.
Mais d'ailleurs, à bien y réfléchir, l'entreprise qui les emploie, votre entreprise, ce n'est pas non plus le travail qu'elle cherche. Il faut vraiment avoir passé trop longtemps à l'ENA, qui n'existe plus, pour croire sérieusement que le but d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Ce qu'on appelle en France le patriotisme économique, qui est une vaste blague. Il suffit de s'intéresser d'un peu près à l'économie en général et à l'entreprise en particulier pour comprendre très vite que le but, là encore légitime, d'une entreprise, ce n'est pas de créer des emplois, c'est de créer de la richesse, évidemment. Et là, n'ayons pas peur des grands mots. En économie capitaliste, c'est la nôtre, et ça tombe bien, c'est celle qui marche le mieux ou le moins mal. Mais en économie capitaliste, créer de la richesse, ça s'appelle faire du profit. Et c'est bien sûr, vous n'en ferez par définition jamais trop. Alors, faire du profit, assurer la pérennité de la boîte, on ne va pas faire un débat théologique pour savoir si le profit est au service de la pérennité ou la pérennité au service du profit. L'évidence, c'est qu'il faut les deux. Et donc, le but d'une entreprise, ce n'est pas de créer des emplois. Le but d'une entreprise, et c'est bien comme ça, c'est de créer de la richesse. Oui, mais là, du coup, ça devient très intéressant. Parce que les salariés, vos collaborateurs, vous-même d'ailleurs, qui êtes salariés, enfin pour tous ceux qui sont salariés, les salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. L'entreprise qu'ils emploient, ce qu'elle cherche, ce n'est pas non plus le travail, c'est la profitabilité, la rentabilité, la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire pourquoi aucune entreprise n'hésite très longtemps à licencier quand c'est la seule façon de sauver, voire parfois de maximiser la rentabilité. Donc les salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. Ils ont raison. L'entreprise, ce qu'elle cherche, ce n'est pas le travail, c'est la rentabilité et la pérennité. Elle a raison. Autrement dit quoi? Autrement dit, personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Ce qui débouche sur une question tout à fait intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail? Étant entendu que personne, ni les salariés qui cherchent le bonheur, ni l'entreprise qui cherche rentabilité et pérennité, personne ne cherche le travail pour le travail. Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Autrement dit, chers amis, c'est votre problème. Alors cela étant dit, je pourrais partir et vous laisser vous dépatouiller avec. Si je suis venu, bien sûr, c'est pour y réfléchir avec vous. Mais le cœur du problème est là. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail? Alors, je n'ai pas le temps, dans la petite heure qui m'a été accordée, d'analyser en détail cette notion de sens qui pose toutes sortes de problèmes conceptuels très intéressants, mais un peu compliqués. Il faudrait plus de temps. Mais une bonne façon de poser la question du sens du travail de la façon à la fois la plus concrète et la plus rapide, c'est de se demander qu'est-ce qui fait courir les travailleurs? Qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Éventuellement, qu'est-ce qui fait courir vous-même? Après quoi courent les salariés? Alors, est-ce que vos collaborateurs et subordonnés courent après le travail? Ben non, je le dis en commençant, travailler ne préférerait pas, d'ailleurs ils ont bien raison. Parce que le travail d'évidence, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but en soi. Le travail d'évidence, ce n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Est-ce que vos collaborateurs, donc, ils ne courent pas après le travail, est-ce qu'ils courent après la vertu, après la morale, après cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles depuis des années? Évidemment, non. Et là encore, ils ont raison. Pour une raison très simple mais très forte, c'est que le travail n'est pas une valeur morale. C'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on le paye. On ne vous paye pas pour être juste, aimant ou généreux. Ça, c'est des valeurs morales. Comme par hasard, c'est hors marché. On vous paye pour travailler. Ben oui, le travail est une valeur marchande. Ce n'est pas une valeur morale. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit dans les évangiles « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. L'amour est une valeur morale, évidemment. Le travail, évidemment, n'en est pas une. Alors quand je dis ça aux chefs d'entreprise, notamment en France, où ils sont presque tous de culture chrétienne, il y a toujours un patron qui me dit « Oui, mais il est écrit dans la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est ?» Je leur réponds « Oui, c'est le travail. C'est un châtiment.
c'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant suggérer aux MEDEF de choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Bref, le travail n'est pas une valeur morale, autrement dit, on a le droit d'être rentier. On a le droit d'être chômeur, à condition de ne pas le faire exprès, mais ça c'est autre chose. On a le droit d'être en vacances. Et s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertus que de possibles pathologies. Donc, vos collaborateurs ne courent pas après le travail, ils ont raison, le travail, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Ils ne courent pas après la prétendue valeur morale du travail, ils ont raison, le travail, ce n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande. Alors, est-ce qu'ils courent après l'argent? Ah ben oui, quand même, c'est d'abord pour ça qu'ils travaillent, évidemment. Oui, ils courent après l'argent, et ça fait sens. Travailler pour gagner sa vie, c'est une excellente raison de travailler. Travailler pour élever ses gosses, c'est une excellente raison de travailler. Oui, ils courent après l'argent, c'est pour ça qu'ils travaillent, ça fait sens en partie. Le problème, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, si vous arrêtez de les payer, ils ne sont pas motivés, c'est clair, mais la question ne se posera plus. Mais l'argent, ça n'a jamais motivé personne, m'expliquait-il. Enfin, l'argent, en tout cas, le salaire, le fixe, ça peut être différent pour une prime ou une part variable. Mais pour ce qui est du fixe, ça n'a jamais motivé personne. Puisque celui qui ne travaillerait par hypothèse que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence justement quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et ça, par définition, le salaire ne peut pas l'obtenir. Et puis, comme me l'avait dit un autre chef d'entreprise lors d'un autre séminaire que j'animais, il me disait, oui, bien sûr, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe. C'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché du travail. Aucune entreprise ne peut très longtemps payer ses collaborateurs 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, me disait ce patron, oui, c'est vrai, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire, elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi, et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Après quoi courent vos collaborateurs? Ils ne courent pas après le travail, ils ne courent pas après la prétendue valeur morale du travail, ils ne courent pas seulement après l'argent, ils courent d'abord après le bonheur, comme vous, comme moi, comme nous tous. C'est ce que le romancier Stendhal, au XIXe siècle, appelait la chasse au bonheur. Stendhal écrit quelque part assez joliment, « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins. » Et oui, j'ajouterais y compris les matins des jours ouvrables. Pourquoi est-ce que vos collaborateurs viennent bosser dans votre entreprise? Tout simplement pour être heureux. Ah, mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément heureux au travail. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après le bonheur et que c'est plus facile d'être heureux quand on a un salaire que quand on vit dans la misère. Mais donc tous viennent travailler pour être heureux, ils courent après le bonheur, mais pour une partie d'entre eux, le bonheur commence vers 17h30, 18h quand ils quittent la boîte. C'est con d'attendre la fin de la journée pour commencer à être heureux. Pour d'autres, le bonheur commence le vendredi soir. C'est dommage d'attendre la fin de la semaine pour commencer à être heureux. Pour d'autres, le bonheur commence au début juillet, début août, quand ils partent en vacances. C'est bête d'attendre la fin de l'année scolaire pour commencer à être heureux. Pour d'autres, croit-il, le bonheur commencera au début de leur retraite. Alors là, c'est quand même très, très con d'attendre la fin de la vie pour commencer à être heureux.
Voilà, tous vos collaborateurs travaillent chez vous pour être heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous heureux au travail. Il court après le bonheur, disais-je. Reste à savoir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Oui, il faut quand même, au total, que l'entreprise gagne de l'argent. Hein, et le bonheur en lui-même n'a jamais suffi à gagner de l'argent. Forcément, ce n'est pas une marchandise. Alors ça, c'est le problème de la motivation. Alors ce mot de motivation, au fond, il a deux sens différents, mais liés. Il y a ce que j'appelle la motivation objective, l'ensemble des motifs d'une action, et ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs. Au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu, quand bien même ils auraient les mêmes motifs d'agir. Bref, si vous regardez dans le dictionnaire à l'article motivation, vous verrez qu'on vous renvoie à l'article motif. Alors vous irez voir à l'article motif ce qu'on vous dit, et vous verrez qu'on vous explique que le motif, c'est un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Eh bien, la première fois que j'ai fait cette petite recherche, je me suis dit « aïe ». Aïe parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Je l'illustre d'un exemple de père de famille, si vous voulez. Imaginez que tel de vos enfants, un adolescent, 15-16 ans au lycée, ne fout rien en mathématiques. Vous lui dites « tu dois travailler tes maths ». Le gamin vous répond « d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes maths, mais à une condition, c'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques ». Ben là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal. Parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Pour une raison très simple, mais très forte, c'est que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Si bien que pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, il n'est d'ailleurs pas plus bête qu'un autre, et puis surtout, je me mets au défi de le rendre plus intelligent. Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, mais sur son désir, bien sûr. Et comme par hypothèse, il n'aime pas les mathématiques, s'il aimait ça, il n'y aurait pas de problème. Comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Par exemple, vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths, parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard. Voilà, pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin n'aime pas les maths, mais il désire faire médecine. Vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. C'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est bien plus vraisemblable, le gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez baisser d'un cran. Et vous allez lui dire, il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gamin, il aime ses parents, il a envie de vous faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous descendez encore d'un cran et vous lui dites « il faut travailler tes maths parce que si tu as la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète un nouvel ordinateur, une nouvelle tablette, un nouveau téléphone portable, que sais-je » Vous me direz « c'est nul, d'accord, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. » Le gamin n'aime pas les maths, il ne désire pas faire des maths, il désire une nouvelle tablette, vous appuyez sur la tablette qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je vais vous faire comprendre par cet exemple de père de famille, mais qui en dit long sur le management, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel, parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Le désir. Bref, si je vais un jour diriger une école de management, ou de commerce, et d'ailleurs les mêmes très souvent, je ferai inscrire en lettres d'or
dans le hall d'entrée de mon école de management une formule d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, l'un des plus grands philosophes de tous les temps, comme chacun sait. Aristote écrivait simplement ceci: le désir est l'unique force motrice. Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, c'est vrai, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut. Eh bien voilà, ce qui meut un homme, une femme, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Attention, ça ne veut pas dire que l'intelligence ne sert à rien. L'intelligence sera très utile, souvent indispensable, pour choisir le chemin qui mène au but, bien sûr. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but proprement, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Le désir est l'unique force motrice. Et dans le mur de droite de mon école de management, je ferai inscrire une formule de Spinoza, 17e siècle après Jésus-Christ, en Hollande en l'occurrence, mais l'idée est à peu près la même. Spinoza écrivait ceci: le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Voilà. Eh bien ça nous dit quelque chose d'essentiel sur le métier qui est le vôtre. Parce que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le collaborateur, c'est ce qu'on appelle le management. Eh bien, des deux côtés, alors inégalement d'un côté ou de l'autre, en fonction du poste concret de tel ou tel d'entre vous, il y en a un qui est DRH, l'autre qui est, je ne sais pas quoi, directeur commercial, ce n'est pas la même chose, oui. Mais des deux côtés, côté client marketing, côté collaborateur management, tous ici, vous êtes d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. Ça veut dire que pour vous tous, la question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir ? Qu'est-ce que le désir ? Et ce qui me tue, c'est que vous avez dû faire d'excellentes études, j'imagine, les uns et les autres, et pourtant, je soupçonne qu'on ne vous a jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. Bref, vous avez fait d'excellentes études qui sont malencontreusement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste très exactement 32 minutes pour essayer de compenser une éducation ratée. 32 minutes, c'est quand même très très court, hein, donc je vais aller droit à l'essentiel. Je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir. Je ne vais en retenir que deux. On va faire un peu d'anthropologie fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Alors c'est important pour votre métier, parce que manager, c'est manager des êtres humains. Et c'est pour ça qu'on a souvent du mal, c'est que la plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez fait des études d'ingénieur, de sciences. Bref, vous êtes soit ingénieur, soit technicien, soit expert. Et comme vous étiez bon, on vous a bombardé manager, comme c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Un ingénieur, un technicien, un expert, il travaille sur des objets, concrets ou abstraits, mais des objets. Un manager, il travaille sur des sujets, ou plutôt avec des sujets. Ce n'est pas du tout le même métier. On va faire un peu l'anthropologie fondamentale, puisque nous sommes des êtres de désir. La question, c'est qu'est-ce que le désir ? Et donc, disais-je, je ne vais retenir que deux théories philosophiques du désir, mais à mon avis, les deux plus profondes, les deux plus éclairantes, qui sont d'une part la théorie de Platon, par laquelle je vais commencer, d'autre part la théorie de Spinoza, par laquelle je vais poursuivre. Alors, Platon, le maître d'Aristote. Donc, on est en Grèce, 4e siècle avant Jésus-Christ, là encore, une génération avant Aristote, puisqu'Aristote était l'élève de Platon. À la question « Qu'est-ce que le désir ?», Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet est un livre qui porte sur l'amour. Autrement dit, la question centrale dans le banquet de Platon, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale, « Qu'est-ce que l'amour ?», Platon répond par une double équation. Platon répond « L'amour est désir
Première équation. L'amour et désir. Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajoute très simplement, et voilà pourquoi le bonheur si souvent est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple pas plus tard que dans 10 minutes. Si c'est encore possible, je ne peux pas non plus faire des miracles, moi, mais si c'est possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple dans les 10 minutes qui suivent. Mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire que ce qui me manque, donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Platon répond, pour tous dire la même chose, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Alors, pas tout ce qu'on désire, bien sûr, aussi bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux, mais en fait, être heureux, c'est avoir une bonne partie, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Ou mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez, c'est ce que vous désiriez avant du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, ce n'est pas moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance, je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui, en gros, mon idée, bien sûr, c'est qu'on est une grosse majorité dans cette salle à être tantôt heureux, tantôt du côté de Spinoza, tantôt pas heureux du côté de Platon, peut-être plus souvent d'ailleurs dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe de comprendre d'abord la logique des deux pôles qui en structurent l'espace. Bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas, je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. 2 exemples pour rendre ça plus concret. Le premier vous concerne directement, le travail. Souvenez-vous de ce collaborateur que vous avez embauché il y a 6 mois. Enfin, pour ceux qui sont en position d'embaucher il y a 6 mois. Pour les autres, c'est une expérience de pensée. Souvenez-vous de ce collaborateur que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous vous souvenez? Celui qui sortait de 18 mois de chômage. 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis, il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est que depuis que vous l'avez embauché, le travail ne lui manque plus. Ah non, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis, très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Non, lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Et si l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre et qui en dit long sur la difficulté de votre métier de manager, ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur.
Oui, mais il ne fait pas ce bonheur parce qu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur de vos collaborateurs, puisqu'ils ont du travail. Qu'en conséquence, celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend incapables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Là, nos managers se disent vivement Spinoza parce qu'on est mal. Oui, Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, mais votre métier. Mais là encore, prenons le temps de comprendre avec Platon qu'il y a bien un problème quelque part. Que c'est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié. Deuxième exemple, là je vais passer très vite, faute de temps. Deuxième exemple, l'amour, au sens ordinaire du terme. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, si vous préférez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, qu'est-ce que ça signifie en langage platonicien? Ça signifie que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard, et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, la vérité, mais enfin, la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc voilà, vous êtes amoureux d'une personne qui vous manque terriblement, vous entreprenez de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une, ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi, vous installez ensemble. Éventuellement, vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Le problème, c'est que si le désir est manque, s'il vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. Et si l'amour est désir, ça veut dire que vous l'aimez de moins en moins. Si bien qu'au bout de 6 mois ou 6 ans, selon les cas, chacun son rythme, un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne poseriez pas la question. Pardon pour ceux qui sont venus en couple, mais bon, c'est un mauvais moment passé, mais rassurez-vous, messieurs, elle, il y a bien longtemps qu'elle a compris ça. Ce que j'explique là, c'est pour les hommes. On va essayer de qu'ils comprennent un peu. Voilà. Donc, ou bien vous aimez celui ou celle qui vous manque, vous souffrez de ce manque, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour, ou bien vous vivez avec celle ou celui qui ne vous manque plus, vous vous ennuyez, et c'est ce qu'on appelle un couple. Oui, vous vous ennuyez parce qu'au fond, une fois que vous en êtes là, une fois qu'elle ne vous manque, que l'autre ne vous manque plus, vous avez un seul choix philosophiquement, un seul. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer. Alors ça fait assez mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on dit que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est le maître à penser, l'un des maîtres à penser du romancier contemporain, par ailleurs talentueux, qui est Michel Houellebecq. Qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Alors Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle, mais qui était toujours réclamé de Platon. Donc, ce que je dis est parfaitement cohérent avec le fond de sa pensée. Quand je désire ce qui me manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai ce qui dès lors ne me manque plus, donc que je ne désire plus, donc que je n'aime plus, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque, mais ce n'est pas le bonheur. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir.
Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle l'ennui. D'où cette phrase, dont je suis sûr que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, comme ça là on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Schopenhauer au XIXe siècle en Allemagne écrit simplement ceci: « Ainsi toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Vous avez prévenu que ce n'était pas gai. Hein? Ainsi toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce qui me manque et je souffre de ne pas l'avoir. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Il y a une chose que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, peut-être une seule ou plusieurs, mais qui reviennent au même. Ce que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platoniciens. Ce que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, c'est cet autre fait tout aussi incontestable, c'est qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon et Schopenhauer sont incapables de l'expliquer, c'est besoin d'une deuxième théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Alors Spinoza, au XVIIe siècle en Hollande, serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir, ça oui. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ceci: remplacer un égal par un différent d'eux. Il ne le dit pas comme ça, il ne parle pas de Platon. Mais si on voulait reconstituer entre deux une espèce de dialogue posthume, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque, parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Puissance, alors attention, je n'ai pas dit pouvoir, au sens politique ou managérial du terme. Non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit puissance au sens où l'on parle très couramment de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. Qu'est-ce que la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir. Autrement dit, ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle sera encore plus difficile et compliquée qu'elle ne l'est. Spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Il y a des gens qui sont vraiment platoniciens, ou chez Platon, enfermés chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qui dit assez par différence quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque comme le veut Platon, mais la puissance comme le veut Spinoza. Ou plutôt non, attention, les deux ont raison, ils ne nous en parleraient pas, mais ils ne parlent pas de la même chose. Ou plutôt, oui, ils parlent de la sexualité. Mais dans un cas, Platon, il parle de la sexualité en manque, c'est-à-dire gros ce qu'on appelle aujourd'hui la frustration. Voilà. L'homme ou la femme en manque, comme on a tous vécu ça les uns et les autres, et souvent plusieurs fois dans notre vie. Mais justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait bien, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu le manque de nourriture, c'est-à-dire la faim, F-A-I-M, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas, qu'on n'appelle pas la faim en bon français, qu'on appelle évidemment l'appétit. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous invitez quelques amis à dîner chez vous un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « Je te souhaite une bonne faim, je te souhaite de bien manquer de nourriture. » D'ailleurs, tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger. Bienvenue chez Platon. Évidemment non, vous leur dites exactement le contraire. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas.
Bon appétit, bienvenue chez Spinoza. La faim est une souffrance, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. L'appétit, ce n'est pas une souffrance, c'est une puissance, puissance de jouir, jouissance en puissance. Et l'amour alors, si le désir est puissance, pour Spinoza, l'amour est joie. En vérité, Aristote l'avait déjà dit, Aristote de ce point de vue du même côté que Spinoza, de même que Schopenhauer et du même côté que Platon. La flèche indique simplement l'ordre chronologique. Dans une phrase pure comme l'aube, Aristote avait écrit simplement ceci: « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce que si vous êtes du côté de Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Alors qu'à l'inverse, si c'est Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr, parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas, le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement, chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et comme ils ont dans tous les deux, il y a des amours heureux, quand on développe sa puissance de jouir, quand on se réjouit de ce qui est, et il y a des amours malheureux, quand on désire ou quand on aime ce qui manque. On parle d'amour dans les deux cas, mais ce n'est pas du tout la même expérience. Voilà, et Spinoza dit à peu près la même chose qu'Aristote. Spinoza écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Aimer, c'est se réjouir de. » Voilà. Si quelqu'un vous dit « À chaque fois que je pense à toi, cela me réjouit », vous le prendrez pour une déclaration d'amour, vous aurez raison, ça donne raison à Spinoza. Je ne veux pas m'attarder sur la question du couple, on va revenir au travail, je n'ai pas oublié notre sujet, mais juste 2 mots pour boucler la chose. Qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux ? Un couple malheureux, c'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui ou la souffrance. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux ? C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Dernière remarque, peut-être avez-vous dit, messieurs, ça se passe ordinairement dans ce sens-là, le 14 février dernier, lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre compagne, « Ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. » T'étais gentil. Non, c'est vrai, donc c'est bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin. T'étais gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Oui, mais dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme. Chez la plupart d'entre eux, gentillesse et lâcheté sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Bref, messieurs, faites-moi plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez 2-3 mois pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, « Ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. » Parce que là, vous lui ferez une déclaration d'amour au moins possiblement vraie et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait depuis 15 ou 16 ans ce cadeau bouleversant de partager votre vie et votre lit. Puis je vais vous dire, manquer, être en manque, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. N'importe quel gamin de 16 ans peut tomber amoureux, y compris une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement important, autrement difficile, autrement émouvant. Mais bon, je reviens à nos moutons professionnels. La question du centre de travail disait, c'est qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs ? Après quoi courent-ils ?
Alors, qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? On connaît la réponse maintenant. Le désir, bien sûr, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais vos collaborateurs courent après quelque chose qui leur manque, auquel cas ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que vous avez un management de style essentiellement platonicien. Ou bien que vos collaborateurs courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, comme dirait Spinoza. Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, vos collaborateurs courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un management de style au moins en partie spinoziste. Je dis de style au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou. Tous vos collaborateurs, sans exception, chaque matin des jours ouvrables, viennent chez Platon courir après quelque chose qui leur manque. Quoi? Mais l'argent d'abord. Ben oui, bien sûr. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque. Tous. Le problème, c'est qu'une partie de vos collaborateurs qui viennent tous les matins chez Platon courir après l'argent qui manque, ils vont passer leur journée chez Schopenhauer. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils s'ennuient ou ils souffrent au boulot. Alors qu'une autre partie de vos collaborateurs qui viennent aussi tous les matins chez Platon courir après l'argent qui manque, oui. Mais eux, ils vont passer la journée chez Spinoza. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque, ils ont besoin d'argent comme tout le monde, mais au lieu de s'ennuyer ou de souffrir, ils se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Ça veut dire qu'ils aiment leur travail. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié malheureux? C'est un salarié qui est tombé, ou plutôt qui tombe, tous les jours pour certains, toute la journée parfois, qui tombe de Platon en Schopenhauer. Il vient bosser parce qu'il manque d'argent et il s'ennuie ou il souffre au boulot. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié heureux? C'est un salarié qui est monté, ou plutôt qui monte, tous les jours dans le meilleur des cas, toute la journée, ne rêvez pas trop quand même, mais qui monte le plus souvent de Platon en Spinoza. Il vient bosser lui aussi parce qu'il manque d'argent, mais il se réjouit de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Bien, votre boulot de manager, pour le dire en termes philosophiques, c'est de créer dans vos entreprises, dans vos services, des conditions telles que le plus grand nombre possible de vos collaborateurs montent de Platon en Spinoza plutôt que tomber de Platon en Schopenhauer. Et pour ça, vous comprenez bien que l'argent qui manque n'y suffit pas. Parce qu'ils viennent bosser pour ça, on est d'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont heureux. Or, l'intérêt de la boîte, c'est quoi? C'est d'attirer, de recruter, de fidéliser, de motiver les meilleurs collaborateurs. Et quand le marché de l'emploi se tend, parce que moi, ça fait 30-40 ans que je suis un peu dans le milieu du monde de l'entreprise, quand j'ai commencé il y a 30-40 ans, il y avait tellement de chômeurs que pour les patrons, c'était facile. Il suffisait de mettre une affiche, ici on embauche, les gens venaient. Oui. Et puis 20, 30, 40 ans plus tard, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui frappe bien plus que la pénurie d'emploi. Et maintenant, c'est vous qui devez séduire les plus talentueux des jeunes qui sortent de nos écoles ou même des ateliers voisins. Oui. Voilà, et donc, vous comprenez bien que pour attirer les meilleurs, les recruter, les fidéliser, les motiver, l'argent qui manque ne suffit pas. Ils viennent bosser pour ça, mais ce n'est pas ça qui les rendra heureux. Or, comme tout homme veut être heureux, ils préfèrent, s'ils ont le sentiment qu'ils seraient plus heureux dans une autre boîte, ils iront dans une autre boîte. Autrement dit, l'intérêt majeur d'une entreprise, c'est quoi? C'est d'attirer, de recruter, de fidéliser, de motiver les meilleurs des collaborateurs. Dès lors que tout homme, toute femme veut être heureux, vous y arriverez si et seulement si vos collaborateurs ont le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous qu'ils ne le seraient en travaillant chez tel ou tel de vos concurrents. Et c'est en ce sens que le bonheur au travail, c'est un enjeu managérial décisif. C'est l'intérêt majeur de l'entreprise. Et pour ça, déjà, vous comprenez bien que l'argent qui manque, le salaire, n'y peut pas grand-chose. Bien sûr, si vous les payez moins que vos concurrents, ils iront ailleurs, selon toute vraisemblance, mais le fait de les payer pareil que la concurrence, ou même un tout petit peu plus, ce n'est pas ça qui va attirer forcément les meilleurs chez vous. Pour attirer et garder les meilleurs chez vous, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous qu'ils ne le seraient en travaillant chez tel ou tel de vos concurrents. Et donc, pour ça, disais-je, l'argent qui manque ne sert à rien, le salaire n'y suffit pas, en tout cas c'est la condition nécessaire mais jamais suffisante. Il va donc falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, alors pas à la place, mais en plus.
Il va falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, qui permet à vos collaborateurs d'aimer le travail qu'ils font. Voilà. Trouvez autre chose que l'argent qui manque, trouvez quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, qui permet à vos collaborateurs d'aimer le travail qu'ils font, c'est-à-dire, au sens de Spinoza, qu'ils puissent se réjouir de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Alors, autre chose que l'argent qui manque, quelque chose qui réjouit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Et oui, des entreprises où le même métier est plus facile à aimer que le même métier dans une autre entreprise, simplement parce que les conditions de travail y sont meilleures. Et donc, améliorer les conditions de travail, c'est bien sûr un formidable outil managérial. Quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Ça a été évoqué tout à l'heure à propos du cabinet d'avocats. Vous savez, il y a des boîtes où on part bosser le matin, la gorge un peu nouée d'angoisse, parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'à l'inverse, il y a des boîtes où on part bosser le cœur léger le matin, parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Oui, fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du Mediator ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du management. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de s'épanouir soi-même davantage, de progresser soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Mais au bout de 15 ans, on se retourne, on se dit « mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé ». Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment d'appartenir à une équipe, d'être relié avec ses collègues, parce que le travail crée du lien, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté. On a tous besoin de ce sentiment d'appartenir à une communauté. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de vivre en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine. Notamment les valeurs, tout ce qui touche aujourd'hui autour de l'écologie, de l'environnement, du climat, qui sont pour les jeunes tellement, et légitimement, tellement importants. Etc., etc., etc. Si vous voulez attirer, recruter, fidéliser et motiver les meilleurs collaborateurs, ne croyez pas que le salaire puisse y suffire. L'argent, ça rend motivable, ça n'a jamais motivé personne. Demandez-vous qu'est-ce qui peut faire que vos collaborateurs se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Pour moi, c'est la pierre de touche du management réussi. C'est-à-dire que le management est réussi dans une boîte quand le plus grand nombre possible de collaborateurs, voire tous les collaborateurs, au lieu de tomber de Platon en Schopenhauer, montent de Platon en Spinoza. Bref, le management est réussi dans une boîte quand les collaborateurs aiment leur travail et donc sont heureux au boulot. Ça veut dire, et j'aimerais par là, que quand on est manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs. Je ne parle pas du bonheur privé, ta femme, ton mari, tes gosses. Mais quand on est manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel. A fortiori, combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas un supplément d'âme. Ce n'est pas de la philanthropie. C'est le cœur de votre métier. C'est pour ça qu'on vous paye. Parce que l'intérêt majeur de votre entreprise, c'est d'avoir et de garder les meilleurs collaborateurs. Vous n'y parviendrez que si et seulement si ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous qu'ils ne le seraient en travaillant chez tel ou tel de vos concurrents. Je vous remercie. Juste un dernier mot, puisqu'on va passer à table. Il me reste à vous souhaiter, non pas une bonne fin, vous l'avez compris, mais un excellent appétit. Merci à tous.